Bonsoir à tous. Eh ben, nous voici donc pour notre live cuisine donc de la journée mondiale donc des Mickey. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Alexandra qui va se présenter. Oui, donc moi je suis Alexandra Martin, je suis diététicienne en libéral. J'ai travaillé une dizaine d'années à l'AFA en tant que référente nutrition et coordinatrice des diététiciens. Je suis souvent intervenue sur des événements et je continue encore d'intervenir comme aujourd'hui sur ce live cuisine dans le cadre de la journée mondiale des Mickey. Et je te laisse te présenter. Eh ben oui, donc moi je suis donc Éric Balèze, donc je suis administrateur de l'AFA et patient expert donc au sein donc de l'association AFA Crohn-RCH France. Et puis ben, aujourd'hui, tu nous as prévu quoi comme recette? Alors aujourd'hui, 3 recettes au programme. On va d'abord faire des fonds d'artichaut farcis avec leurs petites pommes de terre farcies. Ensuite, en dessert, on fera un duo de mousse coco-fraise. Et on accompagnera ce dessert d'un jus multivitaminé qui sera à base de fraises et d'autres ingrédients dont on discutera tout à l'heure. Super. Simplement un petit renseignement avant, donc des petits conseils techniques pardon, à vous donner. N'hésitez pas à poser des questions. Alexandra, diététicienne, est là aussi pour répondre à toutes questions. Donc n'hésitez pas, même si ça déborde un peu donc, sur les recettes donc, de cuisine. Vous avez un onglet, vous posez la question, vous pouvez voter pour la question. Et puis, ben, on tâchera donc d'y répondre plaisir. En tout cas. Avec plaisir. Et puis, ben, on va commencer par quoi alors? Alors, on va commencer par la recette des fonds d'artichaut. Fonds d'artichaut. Donc, fonds d'artichaut farci et ses pommes de terre. Donc là, on va d'abord reprendre la liste des ingrédients. Donc, vous avez besoin de fonds d'artichaut. Ces fonds d'artichaut ont été soit décongelés si vous les avez achetés congelés, soit préparés si c'était des artichauts frais. Il nous faudra des pommes de terre. Les pommes de terre. Les pommes de terre qui sont en cuisson. Donc voilà. Là, nous, elles arrivent sur la fin. Elles devraient être prêtes d'ici 5 à 10 minutes. J'espère que les vôtres le sont aussi. Et puis, on a donc les autres ingrédients qui vont être utiles pour faire la farce, notamment donc la viande hachée, le persil, un ail, un oignon, le fromage râpé. Et puis, ingrédient pour que la farce fixe bien, c'est le jaune d'œuf. Donc, il nous faudra un œuf. Et au moment où on cassera l'œuf, on pensera à garder le blanc, puisque le blanc va être utilisé dans la recette suivante pour la mousse, pour pas qu'il y ait de perte. Super. Et puis, il nous faut aussi un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir l'ail et l'oignon quand on va les passer en cuisson. Et au niveau des épices, du sel, du poivre était prévu en fonction de vos goûts, avec du paprika doux et du curcuma qui vont permettre d'aromatiser notre farce, de la parfumer. Et puis, on reviendra au fur et à mesure de la recette, je pense, sur l'intérêt de chaque ingrédient et comment les préparer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix, en fait, en tout cas, de ce plat? Pendant que tu vas pouvoir préparer l'ail et l'oignon, moi, je vais réexpliquer pourquoi j'ai choisi cette recette aujourd'hui. Alors, pourquoi l'artichaut? Déjà, l'artichaut, c'est un produit de saison. On est au printemps et l'artichaut, c'est le mois de mai où on en trouve le plus. Donc, je me suis dit qu'il nous fallait une recette de saison. J'ai proposé l'artichaut. Alors, pas n'importe quelle partie de l'artichaut, hein, c'est le fond de l'artichaut. La partie feuille de l'artichaut a des fibres qui sont très dures et qui peuvent être très irritantes pour un intestin qui est en poussée ou en inflammation. Alors que le cœur de l'artichaut, lui, contient une chair qui est beaucoup plus tendre et ces fibres-là ne sont pas du tout les mêmes que dans la partie feuillue. On peut les utiliser et les consommer sans aucun problème, même en poussée. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. En poussée, on ne va pas partir sur un régime sans résidus, on va partir sur un régime pauvre en fibres. Dans les régimes pauvres en fibres, on utilise des aliments qui contiennent relativement peu de fibres. Alors, vous allez me dire, je sens que Eric était parti à me poser la question, si on utilise des ingrédients peu riches en fibres, pourquoi suis-je en train d'éplucher un oignon et un ail? Tout à fait. Alors, un oignon violet, je comprends, c'est la journée mondiale. Eh bien oui, c'est dans le thème. Et tout à fait. Mais on peut prendre un oignon blanc aussi. Mais tout à fait. C'est une question de goût, d'appétence particulière. On trouvait de très jolis oignons au marché quand je suis allée faire mes courses. Et donc, du coup, j'en ai profité pour ramener cet oignon sponsorisé aux couleurs de la journée. On va faire revenir l'ail et l'oignon qui sont juste découpés rapidement dans un petit peu d'huile. Pourquoi l'ail et l'oignon? Vous allez me dire, puisque c'est plus riche en fibres. Tu le mixes d'abord avant de le faire revenir? Ouais, tu préfères? On a fait l'inverse. Oui, d'accord. Okay. Ça t'embête pas? Ah non, pas du tout. Parfait. Donc, on va… je reprenais. J'étais en train de vous dire. Donc, on allait couper grossièrement l'oignon et le faire revenir à la poêle ainsi que l'ail. Pourquoi cette préparation? Le fait de couper l'ail et l'oignon, ça va permettre de casser déjà une partie des fibres. Et
la cuisson va venir faire une partie complémentaire qui va casser encore, enfin, qui va aider à rendre les fibres encore plus digestes. Et pour être sûr que cette recette soit vraiment digeste pour chacun, on va mixer le tout après dans un petit mixeur, hachoir fin, qui va permettre de casser encore plus finement les fibres. Donc, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Voilà, c'est parti. Donc, hop, dans la poêle, on est bien d'accord. Voilà. On fait revenir à peu près combien de temps? À peu près 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, comme ça me permettra de vous expliquer le reste de la recette. Pendant que l'ail et l'oignon reviennent dans un filet d'huile d'olive, je vous avais dit à peu près 2 cuillères à soupe, on va surveiller. Alors, plus on va faire cuire nos oignons, plus on va les rendre digestes. On pourrait arriver jusqu'au stade de la compotée, ce serait encore plus formidable, il serait vraiment très fondant. Cette texture fondante renvoie bien au fait que la fibre est extrêmement dégradée par la cuisson. Là, on va juste les faire revenir 5 à 6 minutes, le temps que ça dort, que ça leur donne un petit goût caramélisé qui va venir parfumer notre farce. Et puis après, on mixera tout avec le persil pour arriver à faire une garniture de farce vraiment très, très finement hachée. Donc, plus c'est cuit, plus c'est moulu, mieux c'est digeste. Exactement. Okay. Exactement. En poussée, une fois que les fibres sont autant mixées et réduites, entre guillemets, à néant par tous ces ustensiles de cuisine, le mixeur, le couteau, le hachoir et la poêle, on les dégrade énormément. On va les ingérer, il y aura quand même des fibres, mais elles seront vraiment hyper faciles à supporter par les intestins. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors justement, je pense que c'est surtout pour les ballonnements. Est-ce que ça risque de provoquer des ballonnements, par exemple, les oignons? Parce qu'on parle souvent des oignons. Alors, effectivement, l'ail et l'oignon sont connus pour être des légumes fermentés cibles. Donc, là aussi, il y a une différence qui appartient à chacun. Tout le monde n'est pas sensible au ballonnement lié à la consommation d'ail et d'oignon. Plus on va les cuire, plus on va réduire ce risque d'avoir une fermentation. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette cuisson-là, pour pouvoir déjà aussi en dégrader une partie. Et puis, on a ici 5 à 7 minutes de cuisson. Après, dans la farce, elle va cuire une quinzaine de minutes dans le four. Donc, du coup, il y a une deuxième cuisson des fibres d'oignon une fois qu'elles auront été cassées. Donc, tout ce qui est à risque de ballonnement est vraiment réduit à son minimum avec une recette comme ça. Du coup, ça vous permet de consommer des oignons dans ce genre de recette sans risque. Donner un peu de goût à ces plats. Et donner un petit peu de goût à ces plats. En mangeant. Exactement, exactement. Après, ça peut être aussi juste de faire infuser dans de l'huile. Il y en a qui utilisent l'ail et l'oignon en le faisant infuser dans l'huile pour parfumer l'huile. Comme ça, on n'ingère pas la partie fibre et donc du coup, on n'ingère pas non plus la partie qui pourrait donner des gaz et des ballonnements. Mais là, dans cette recette, vu qu'il y a beaucoup d'étapes de cuisson, il n'y a aucun risque, ça ne dérange pas du tout. Pour le persil, alors justement, parce que je crois que c'est quelque chose de très vitaminé, mais est-ce que ça ne nuit pas non plus au transit? Alors, le persil, comme toutes les herbes aromatiques, elles sont vivement conseillées de les garder lors de vos poussées. Il n'y a pas de raison de les retirer. Ce sont voilà, vous voyez bien, le persil va être haché, donc il va y avoir des tout petits morceaux de fibres. Ces tout petits morceaux-là ne peuvent pas embêter la digestion. Ça ne peut pas venir parasiter le péristatisme du côlon. C'est pas assez gros pour que la flore colique fermente et travaille sur ces fibres-là. Donc, du coup, ça va venir parfumer, amener des vitamines, comme tu le disais, parce qu'effectivement, les herbes aromatiques contiennent notamment le persil, de la vitamine C. Donc, ça permet de les amener, d'amener de la vitamine. Alors, même si on va cuire, parce que là, on va cuire notre persil dans la farce, les légumes, les fruits, quand ils sont cuits, conservent une partie de leurs vitamines. Tout n'est pas dégradé par la chaleur. Donc, ça vaut le coup de les incorporer dans notre farce. Alors, il y a une question justement. Donc là, on parlait effectivement des oignons, de l'ail. Mais est-ce que c'est pareil pour tous les légumes? C'est-à-dire plus c'est cuit, plus c'est digeste? Oui, exactement. Plus c'est cuit, plus c'est digeste. Alors, vous allez me dire, il y a des légumes comme la salade qui ne se fait pas beaucoup cuire. Donc là, on aura des difficultés sur les légumes qu'on ne cuit pas. Mais pour tous ceux qu'on peut cuire, je ne sais pas, moi, par exemple, le poivron, il y a une réelle différence entre un morceau de poivron rouge cru et un morceau de poivron rouge cuit. Pareil pour la tomate, pareil, voilà, il y a plein de légumes comme ça où on sent vraiment la différence. Donc là, je crois que c'est cuit. Oui. Ça commence un peu à griller, donc je vais le mettre dans le mixeur. Tout à fait. Hop. Donc, on insère dans le mixeur notre ail, notre oignon. On ajoutera notre persil. On va mixer le tout. Peut-être. Je sens que c'est en train de fondre. Voilà.
si tu veux. Donc, je vais mixer pendant que tu t'occupes de la poêle. Oui, tout à fait. Hein, on va faire comme ça. Donc, Allez, regarde où ça en est. Un petit morceau de Ouais, j'aperçois aussi encore des petits d'oignon, donc morceaux on va d'oignon. rabattre, hein, comme ça, c'est Exactement. plus facile après à vraiment hacher. Alors on m'a toujours dit de laisser les branches de céleri parce que de persil, parce que c'est là aussi qu'il y a le plus de vitamines. Oui, Non. eh ben, oui, les vitamines sont accrochées à l'eau. Pardon, excuse-moi, tu disais. Les vitamines, c'est des vitamines hydrosolubles, elles sont raccrochées à la partie là où il y a de l'eau dans la plante. Effectivement, il y a plus d'eau dans la tige que dans les feuilles. Donc, du coup, il y a aussi beaucoup de vitamines dans la tige. Bon, je vais prendre maintenant, donc c'est ça, la viande hachée. On va y joindre donc les fameuses petites herbes, oignons. Tout à fait. Hop. On va rajouter ensuite le blanc d'œuf. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le blanc d'œuf va être séparé du jaune. Non, le jaune va aller dans la farce et le blanc d'œuf va être mis de côté pour notre recette suivante. Ok. Et par rapport au persil, on aurait pu mettre d'autres herbes ou pas? De l'amande, de choses comme ça ou... Dans cette recette-là, on aurait pu mettre un petit peu de coriandre, on aurait pu mettre un peu de persil plat. Là, j'ai pris du persil en feuilles. On aurait pu mettre n'importe quelle autre plante aromatique que vous aimez pour assaisonner votre farce. Là, il y a un mélange avec le paprika et le curcuma qui va bien avec le persil, donc on est parti sur cette recette. Mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, toutes les herbes aromatiques sont possibles. Ceci pour le jaune. Non, le jaune directement dans le... Oui, et ceci donc, pour le blanc. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais le garder. Hop là. En essayant bien sûr de ne pas mettre de jaune dans les blancs pour qu'ils puissent monter. Ce serait parfait. Voilà. Et on conserve ça de côté. Réserve, voilà. Et on va mélanger puis assaisonner notre recette. Peut-être ranger le mixeur comme ça, on verra mieux pour ceux qui veulent. Exactement. Alors simplement en profiter aussi pour vous rappeler que c'est la journée mondiale donc des Mickey, donc le 19 mai, toute la semaine en fait, des événements sont organisés comme le live cuisine. Vous aurez une conférence demain direct de l'AFA sur Mickey et l'environnement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'AFA. Voilà, je pense que là, on est bien mélangé. On va peut-être rajouter un peu d'épices. Par contre, on commence. Un petit peu de sel. Allez, un peu de sel. Une pincée de sel. Donc le sel, ça, en termes de digestibilité, il n'y a pas trop de questions à se poser. Maintenant, le poivre. Alors, certains n'osent pas trop utiliser le poivre. Quand le poivre est moulu, ça le rend beaucoup plus digeste. Donc là, on est parti sur un poivre noir. Donc, on est parti aussi sur un poivre plus clair. Il n'y a pas de problème. On donne à peu près une demi-cuillère à café de paprika doux. Le paprika doux, lui aussi, est une épice qui est très bien supportée par les intestins. C'est le paprika fort qui est plutôt à éviter au moment des poussées. Et on complète par le curcuma. Et le curcuma, on peut y aller parce que je crois qu'il faut une certaine dose pour que... Alors oui, il faut plusieurs grammes par jour pour avoir une dose qui pourrait être l'équivalent d'une dose anti-inflammatoire. En attendant, nous avons mis une cuillère à café. Donc là, ça ne fait plutôt que quelques bien moins que les 6 ou 7 grammes attendus. Mais ça va parfumer cette recette. Et puis, c'est parce qu'on va en mettre dans plein de recettes différentes qu'au bout d'un moment, on va avoir la dose escomptée pour aider, compléter, on va dire, une action anti-inflammatoire de notre alimentation. Tout à fait, mais c'est vrai qu'on avait souvent la question, le curcuma, est-ce que c'est bénéfique en fait pour le transit? Mais c'est vrai, je crois que c'est à des doses effectivement assez importantes. C'est ça, il faut plusieurs grammes par jour pour, en tout cas, au niveau des études qui ont été faites au niveau laboratoire sur les cellules, on était sur plusieurs grammes par jour. Donc, la transposition à l'être humain est un peu compliquée pour que ça soit simple au quotidien. Mais plus vous pouvez en mettre dans votre cuisine, finalement, plus vous augmentez les quantités consommées et mieux c'est. Bon, nous voilà prêts. Est-ce que je te laisse commencer? Je vais aller chercher les pommes de terre ou vice-versa, comme tu veux. Je commence à garnir avec cette farce nos artichauts qu'on mettra après dans notre plat de cuisson. Et je vais chercher les patates. Tout à fait. Qui sonne, notre pomme de terre. Donc, la garniture, vous la répartissez entre les différents... la moitié à peu près pour les artichauts et à peu près l'autre moitié pour les pommes de terre.
On a choisi volontairement de rajouter une pomme de terre dans la recette. On aurait pu faire que des fonds d'artichaut farcis. D'ailleurs, ça va être plus rapide de faire que des fonds d'artichaut farcis. Vous allez me dire en termes de préparation, même pour vous à la maison. La pomme de terre, elle a son intérêt. Alors, on aurait pu mettre un autre féculent. On aurait pu mettre du riz, on aurait pu mettre des pâtes. L'intérêt était surtout d'avoir un aliment qui ne contenait pas de fibres pour venir temporiser la recette. Mais du riz farci tout seul, c'est quand même moins joli, alors que les pommes de terre farcies, visuellement, c'est sympathique et ça se marie très bien avec les artichauts. Il me semble que j'ai fait trop de patates. On a beaucoup de pommes de terre, peut-être même plus que nécessaire. Oui, je pas crois, grave. donc on va en enlever quelques-unes. Oui, on va garder juste ce dont on a besoin. J'étais en train d'expliquer pourquoi on avait complété avec des pommes de terre notre recette, pour, là aussi, améliorer la digestibilité de la recette et faire en sorte que, pour une quantité de fibres donnée, on a de l'amidon à côté qui va venir rendre le bol digestif beaucoup plus facile à supporter par le transit de… Alors, ça, c'est vrai que c'est une bonne combine, entre guillemets, puisque moi, j'ai l'habitude, j'adore les tomates mozza. Ouais. Et effectivement, quand on aime, on a envie d'en manger une grosse assiette. Et c'est vrai que maintenant, je me limite en quantité, mais je fais avec un taboulé. Donc, c'est vrai que, que ça passe beaucoup mieux. Le combo entre les deux fonctionne bien. Ça marche sur légumes féculents. Ça marche aussi quand vous consommez des fruits. Ça peut être un biscuit sec, un morceau de pain dans le repas qui peut venir temporiser l'apport en fibres. Tout ça va se digérer de manière bien différente au niveau du transit. Et puis l'autre bonne raison des pommes de terre farcies, c'est que je trouve que c'était une recette un petit peu originale pour consommer des pommes de terre différemment. D'habitude, on les fait souvent en purée ou au four en robe des chambres avec leur peau. Là, je trouve que c'était une recette un peu différente qui vous permettait d'avoir une autre idée. Regarde, ah bah, moi, tu as un petit rab. Regarde, on en a un autre à compléter ici. Parfait. Voilà. Très bien. Pour terminer cette recette, on va saupoudrer le tout de gruyère râpée. D'emmental râpé, d'ailleurs, c'est de l'emmental. Je te laisse. Sur chaque ? Un petit peu sur chacun, pour pouvoir nous les faire gratiner. Merci. Et voilà. Le tout va pouvoir partir au four pendant à peu près 10 à 15 minutes. Alors, en fonction du temps de pré-cuisson de vos pommes de terre, si vos pommes de terre sont vraiment mi-cuites, il faudra peut-être un temps de cuisson un peu plus long. Pensez bien à baisser le thermostat de votre four s'il y a encore 20 ou 30 minutes de cuisson à faire pour qu'elle puisse arriver à terme sans que le gruyère râpé soit entièrement carbonisé. D'accord, puis il y a une solution aussi pour les patates. On peut les cuire à l'eau. Oui, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Les couper en deux et les garnir aussi, c'est aussi une solution. La pré-cuisson des pommes de terre pouvait se faire soit au four, soit à l'eau. Les deux marchent très bien. Parce que de toute façon, elles vont regratiner derrière. Est-ce qu'on a des questions ou on part directement dans la mise en route du four? Alors, par quoi peut-on remplacer le jaune d'œuf qu'on peut mal supporter? C'est une excellente question. J'ai la réponse. Eh bien, écoute, je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche. Non, je pense que souvent, moi, je fais beaucoup de kefta. C'est vrai qu'en ajoutant de l'huile d'olive, ça peut être le liant, en tout cas, pour la farce. Quoi. Et entre un jaune d'œuf et l'huile d'olive, parfois, l'huile d'olive est mieux supportée digestivement parlant que le jaune d'œuf. Donc, c'est effectivement une bonne idée pour faire une alternative si vous ne supportez pas les œufs ou si vous ne les digérez pas. Je crois qu'on va faire une petite pause pub, le temps de mettre… on a une dernière question. Encore une question. Derrière toi, ça clignote. Alors, recette recommandée aussi avec tomates farcies. Ah bah oui. Non, parce que c'est vrai que les tomates font peur. Oui, les tomates font peur. Il y a beaucoup de légumes d'ailleurs qui font peur. Des fois, la courgette. Mais la tomate, particulièrement. La tomate, encore plus. La recette du fond d'artichaut farci, la farce se réutilise extrêmement bien avec les courgettes farcies, les aubergines farcies ou les tomates farcies. C'est ces trois légumes qui souvent font peur. Donc, on n'hésite pas à enlever la peau, les pétales. Alors, pas la peau, parce que si on les passe au four, elles vont… Avant de les manger, on peut enlever la peau parce qu'elle se détachera presque. Voilà, comme la peau se détache, on la laisse et on enlève plutôt la plus grosse partie des pépins, que ce soit dans la courgette, l'aubergine ou dans la tomate, avant de les garnir. Okay. Et comme ça, il nous restera la chair. La chair, elle, est très, très bien supportée, notamment dans les coulis de tomates. Là, on pourra justement avoir un plat qui est très facile à consommer. Super. Eh bien, on va lancer donc cette page de pub, le temps qu'on mette tout ça en cuisson et puis de préparer pour la deuxième recette. Allez, on est parti. À tout de suite. À tout de suite.
Eh ben, nous revoilà. Donc, pour entamer donc, la prochaine recette. Tout à fait. Donc, nos pommes de terre et nos fours d'artichaut sont partis. Thermostat 200, entre 180 et 200, pour entre 10 et 20 minutes en fonction de vos fours respectifs. Voilà, surveillez bien quand même, parce que selon les fours, c'est vrai que ça peut gratiner beaucoup plus vite. Donc, surtout que là, on va être occupé, donc il ne faut pas hésiter à garder un petit œil à côté. Donc, maintenant, on va passer au duo de mousse fraise coco. Donc, on va avoir besoin de 250 g de fraises. On va avoir besoin de 2 blancs d'œufs. Donc, le premier blanc d'œuf, on le récupère de la recette précédente. On cassera un autre œuf tout à l'heure. Et comme il nous restera un jaune, vous pourrez faire une nouvelle farce demain. Et il nous faut donc la crème de coco qu'on va verser directement dans le plat. Ah oui, dans la recette, je vous avais aussi proposé de rajouter du sucre. Mais là, le sucre, il est complètement optionnel. Ça va dépendre de comment les fraises sont parfumées, sucrées. Si vos fraises sont déjà très sucrées, et on s'est permis de goûter les nôtres tout à l'heure, on les a trouvées très sucrées, donc on ne rajoutera pas de sucre dans notre préparation parce qu'on a peur que ce soit trop sucré. Vous pouvez aussi le faire en fonction de vos goûts. Si vous adorez les fraises très sucrées, vous pouvez les sucrer. Sur la recette, c'était à peu près 50 grammes pour rehausser le goût sucré des fraises. Et vous pouvez aller jusqu'à 50 grammes aussi dans cette préparation. Dans la crème de coco, parce que certains trouvent que la crème de coco a un petit côté un petit peu amer, qui manque de saveur, et donc du coup, souvent avec un petit peu de sucre, cette chantilly a un meilleur goût. Donc, pendant que Eric prépare les fraises, qu'on va donc juste mettre dans un saladier et mixer, il n'y a pas besoin de les découper en petits morceaux, juste de les préparer. Et bien, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Eh bien, ça y est, j'ai fini. Ah bah, je voulais casser l'œuf. Tu me laisses casser l'œuf? J'espère juste que je ne vais pas le louper. Alors, voyons voir. Ah, suspense. Si je te pique ton travail et qu'en plus je fais des bêtises. Oh mince, j'aurais bien aimé quand même que ça rate. Dommage. Bon, ça, on pourra le récupérer pour une nouvelle crème anglaise. Ah oui, je leur avais proposé de faire une petite tarte demain, mais ça peut être aussi une petite crème anglaise. Allez. Ah, c'est encore moi qui va travailler. Alors, nous allons travailler tous les deux. Toi, je te propose de battre les blancs en neige. Moi, je mixe les fraises. Et comme ça, après, on pourra incorporer le tout ensemble. D'accord. Pendant ce temps-là, on répond d'abord à une question? Allez, je vois que... Bonjour. On peut utiliser autre chose que la crème de coco? Alors, bien sûr qu'on peut utiliser autre chose que de la crème de coco. Justement, on s'était dit qu'on vous en parlerait. On a choisi la crème de coco parce qu'elle ne contient pas de lactose et que certains ne supportent pas très bien le lactose, notamment au moment des poussées. Le lactose qui est présent dans le lait, dans les yaourts, peut donner des envies d'éliminer encore plus importantes. Donc, quand on est à déjà 6, 8, 10 selles par jour, on évite de consommer du lactose pour avoir encore plus de sollicitations digestives. Donc, dans cette idée-là, on s'était dit, avec de la crème de coco qui est sans lactose, ça fait une alternative pour faire une autre chantilly. Mais si vous supportez très bien le lactose, vous pouvez très bien prendre une crème fraîche épaisse qu'on va pouvoir monter en chantilly. Et il existe aussi des crèmes fraîches épaisses sans lactose qui peuvent aussi servir d'alternative. D'accord. Et je pense qu'il y a aussi des laits, il faut le rappeler, qu'il y a des laits sans lactose. Actuellement, il y a des laits sans lactose, la crème fraîche sans lactose et des yaourts sans lactose qui sont maintenant accessibles dans le commerce, dans des grands hypermarchés. Pour ne pas les citer, mais voilà, il y a du choix. Alors, ce qu'on va faire, on va relancer une petite page de pub. Pour vous épargner. Pour épargner le bruit, en tout cas. Donc, Alexandra va mixer les fraises. Moi, je vais battre les blancs en neige. Tout à fait. Et puis, on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Bon, je crois que vous êtes en direct.
J'espère que vous nous entendez. Encore un petit peu. Mais encore 10 secondes. Et on est à bout. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui cuisinent en même temps. Alors, c'est vrai qu'on est deux, hein, donc on va plus vite. Surtout Donc, là, sur des le temps de vous mixages. laisser en fait faire voilà, mixer les fraises et de battre les blancs en neige. On a des questions donc, qui sont arrivées. Alors, est-ce que c'est valable aussi avec un jus végétal? Non, ça va être beaucoup plus compliqué de faire une chantilly avec un jus végétal, ou alors il faut prendre une crème végétale. En fait, il faut au moins qu'il y ait 20% de matière grasse dans le produit qu'on va utiliser pour faire la chantilly, pour que la chantilly puisse prendre en fait. Ouais. Donc, la plupart des laits végétaux étant peu riches en lipides, on a rarement ce pourcentage-là. L'avantage de la crème de coco, c'est que la plupart des briques, des marques vendues en supermarché contiennent entre 20 et 25 grammes de lipides. Donc, du coup, là, on sait que ça va fonctionner et que la crème chantilly va pouvoir prendre. Après, il y a une solution, c'est de mettre un petit peu de gélifiant. Oui, sinon, voilà, si, ça change un petit peu la recette, mais on peut mettre un gélifiant, effectivement, pour aider à fixer. Si vraiment, après, les personnes veulent mettre d'autres choses. Exactement. Alors, ah non, ça, c'est pour le replay. Ben, je pense que JD va pouvoir répondre. Donc, j'en profite aussi donc, pour vous resignaler toutes les actions, en fait, pour la journée mondiale des Mickey. Ben, vous pouvez les retrouver, en fait, sur le site internet de l'AFA. Donc, n'hésitez pas à aller vadrouiller sur le site, hein, parce que vous avez quand même pas mal de choses. Et puis, ben, je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Alors, voilà. Alors, choisir une crème fraîche sans carragénane. Oula, moi, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Carragénane. C'est… je ne comprends pas très bien la question. La crème fraîche, sans… moi, soi-disant, il y aurait de la carragénane dans la crème fraîche. Alors, je n'ai pas l'information. Donc, effectivement, s'il en existe 100, peut-être que ça peut être mieux de prendre 100. Mais je ne connais pas de… Voilà, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Bah, désolé. Désolé. Là, vraiment, je sèche. Si je trouve la réponse, on ne manquera pas de la mettre en réponse sur le forum. Une autre question, je crois, vient d'arriver. Ou une explication peut-être à… Ouh là là, mais il y en a avec l'Aquafaba, ça marche aussi. Sûrement. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Comme je ne connais pas non plus. Alors, je ne sais pas si c'est des… Bon. Bah alors, vraiment, je suis confuse. Alors là, en général, moi, je fais souvent beaucoup de recettes. Je préfère changer d'ingrédients et réussir à avoir la texture plutôt que de rajouter des gélifiants et des produits ultra transformés. Donc, c'est vrai que j'ai peu d'habitude de cuisiner avec beaucoup de gélifiants et d'épaississants. Ah oui, d'accord. C'est sûrement un épaississant et donc je ne connais pas. Ah, voilà. Ça me revient. L'eau de cuisson des pois chiches qui est utilisée. Ben oui, tout à fait, ça fonctionne puisque à l'intérieur de… L'amidon? Ben oui, et c'est l'amidon qui va servir de gélifiant, bien sûr. D'accord. Excellente idée. Par contre, effectivement, il faut en avoir d'avance parce que là, dans la recette, ce n'était pas inclus dans notre recette. D'accord. Et on n'aurait pas eu le bon timing. Alors, la carragénane, je ne vais pas y arriver. La carragénane, ce serait une sorte de gomme. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi un gélifiant. Donc. Oui, c'est un gélifiant. Mais ce n'est pas présent naturellement dans les produits laitiers. C'est pour ça que je n'avais pas fait le lien avec la crème. D'accord. Parfait. Bon, ben, je crois qu'on va faire notre mélange. Je te laisse faire le mélange. Ouais. Donc, tu insères le blanc en neige dans notre… Alors, on dit toujours de faire une petite partie avec le blanc en neige, délicatement, et après, on rajoute la totale. Exactement. Alors, les fraises mixées telles qu'elles l'étaient tout à l'heure avant qu'on rajoute les blancs en neige peuvent aussi servir de soupe de fraises, qui est un dessert de saison très frais, très digeste, qu'on peut parfumer avec un petit peu de menthe, qu'on mixera aussi du coup dans la recette pour donner un petit goût mentholé à la soupe de fraises. Ça, c'est une recette qui passe très, très bien et qui permet de consommer des fraises justement dans cet état le plus digeste que possible, sous plusieurs formes en fait. Alors, c'est vrai que ça fait souvent peur, là, les fruits où il y a des petits grains comme les framboises, les fraises. Alors, ça risque rien, il n'y a pas de… Non, ça risque rien. Effectivement, dans la fraise, la seule partie fibreuse qui peut être compliquée à digérer, ce sont les petits grains. Il n'existe aucune recette où on retire les petits grains, hein, parce qu'en termes de pratique culinaire, ce serait compliqué. Donc là, on les a mixés, cassés grâce au mixeur. Et tout à l'heure, on va avoir une recette justement où on réutilise la fraise, cette fois-ci avec la centrifugeuse, qui, elle, va séparer les petits grains justement de la fraise. Donc ça vous donne comme ça une recette avec et une recette sans, pour donner des alternatives. Donc, notre mousse de fraise vient d'être obtenue. Donc, vous voyez, elle est bien gonflée grâce au blanc en neige.
Je crois qu'on va se faire une petite page de pub pour pas vous ennuyer encore avec le bruit. Le temps, en fait, de fouetter la crème de coco. C'est ça. Donc, alors la crème de coco est quand même plus longue à prendre en chantilly que de la crème fraîche épaisse. Donc, il fallait bien prévoir de la mettre au réfrigérateur. C'est ce qu'on a fait 3/4 d'heure, 1 heure avant l'atelier. Et au niveau du temps de fouettage, ça peut vraiment prendre quelques minutes de plus. Donc, on espère que vous aurez fini après la coupure pub. Et nous, alors, c'est parti. Est longue à prendre, donc on va continuer de battre encore pendant quelques minutes. Et puis, on va simplement peut-être couper le son le temps que ça monte pour ne pas vous ennuyer. Voilà. Et ben voilà, c'est vrai que c'était un petit peu plus long. Hein. C'est une crème de coco, j'espère que j'en ai pas partout. Ça va, ça va. Parce que c'est vrai on que. Peut voir encore. Tout à fait. Oui, la crème de coco, comme elle est moins riche en matière grasse que la crème fraîche épaisse liquide, forcément, elle est plus longue à faire prendre. Et donc, c'est beaucoup plus long. Mais on a réussi à faire une chantilly maison à base de crème de coco. On va pouvoir faire le dressage. J'ai les verres ici. Ah, d'accord, ben, je vais chercher. Je peux te faire une blague. Voilà. Et on commence par la crème, c'est ça? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un montage. On commence par la crème, on finit par la chantilly. Et un deuxième montage, on commence par la chantilly de fraise, la mousse de fraise, et on finit par la chantilly. Et on voit ce qui se passe. Ce qui est le plus esthétique en fonction. Alors, ce qui va jouer beaucoup dans la combinaison finale, ça va être la qualité de la mousse de coco qu'on aura tous réussi à obtenir chez soi ou non, en fait.
Non, c'est moi qui ai la cuillère. C'est Je ça que vois, tu je vois. cherchais. Oui, donc je ne peux pas t'aider. Je peux que attendre. Voilà. Parce que si je fais avec la spatule, ça va être peu esthétique. Donc, avec les quantités données, on peut remplir 4 petites verrines. Là, nous, ce soir, on a des verrines qui ont un certain volume. Donc, du coup, on va en faire que 2. Mais voilà, chez vous, normalement, vous allez faire 4 desserts accompagnés du jus vitaminé qu'on va faire juste après. Ah, on avait dit qu'on faisait 2 combinaisons différentes. Bon, bah, on va faire 2 fois la même combinaison. Et oui, je On a perds changé d'avis. On a changé d'avis en cours de route. Non, c'est que je perds la tête, c'est tout simplement. Pas du tout, on a changé d'avis. On garde sur cette combinaison. Vous, chez vous, n'hésitez pas à faire l'autre combinaison, c'est-à-dire d'abord la mousse de fraise, puis la chantilly de coco, puis vous nous enverrez vos photos et comme ça, on verra quel était le plus joli montage. On parlera après. Mais je pense que ça, c'est plus léger que la crème. Donc, c'est ça, le blanc d'œuf est plus léger que la crème liquide, de coco. Ouais. Donc, au niveau du rendu, normalement, c'est plus esthétique comme ça. Hop, et je te laisse garnir le suivant. Parfait. Je vous invite à, après, les mettre au réfrigérateur pour continuer de permettre à la crème de coco et au blanc en neige de bien fixer et de rester ferme jusqu'à la dégustation. Tout à l'heure, tu me demandais si on pouvait peut-être rajouter… Oui, moi j'aime bien mettre un petit peu une petite touche de verre, donc pourquoi pas de la menthe. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on fait une soupe de fraises, on va mettre de la menthe au moment où on mixe. Donc, du coup, c'est vrai que la menthe est mixée comme quand on a mixé le persil. Là, on pourrait très bien ciseler quelques feuilles de menthe pour justement donner du goût. Et grâce au fait d'avoir ciselé les feuilles de menthe, ça va les rendre beaucoup plus digestes. Ok. Bon, je crois que notre dessert est fini. Voilà, on va le réserver. On va le réserver donc au frais. Oui. Et puis, on va relancer en fait une petite page de pub, le temps de débarrasser un petit peu tout ça. Et puis, on finit par donc le jus fraise, pomme, citron. Tout à fait. Ben, à tout à l'heure. À tout de suite. Et ben voilà, donc nous allons enchaîner donc sur notre jus de fruits vitaminé. Tout à fait. Donc, on va avoir besoin pour cela de 2 pommes. Voilà, donc là, en l'occurrence, on a pris des pommes golden, mais ça peut être aussi des pommes rouges. Du moment que c'est des pommes avec beaucoup de jus, ça sera parfait pour faire notre jus centrifugé. On aura besoin de 250 g de fraises. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'était de vous proposer une deuxième recette à base de fraises qui sont des produits de saison. Et puis, le jus d'un demi-citron qu'on va devoir presser et rajouter dans notre préparation en fonction, là aussi, de l'acidité naturelle des fruits qu'on aura mis. On goûtera et puis on verra si c'est pertinent de rajouter tout notre jus de citron ou pas à la recette. OK? OK. Nous, on va faire cette recette avec une centrifugeuse. Alors, la centrifugeuse, son principe, elle, c'est de séparer l'eau du fruit de la chair du fruit et donc de la partie fibreuse. Une fois qu'on aura passé tous nos fruits à l'intérieur de la centrifugeuse va laisser les fibres dans un côté et va nous donner le jus de l'autre. On aura à ce moment-là, dans le récipient, l'eau qui était contenue dans les fruits, les vitamines qui étaient contenues dans les fruits, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les fruits et dans les légumes, les vitamines sont hydrosolubles. Donc, du coup, elles partent avec l'eau. Donc, elles seront récupérées à ce moment-là. Alors, si vous n'avez pas de centrifugeuse, on peut non pas faire un jus centrifugé, mais faire un smoothie. Un petit smoothie pomme, fraise, citronné, qui sera tout aussi vitaminé, puisqu'on aura les mêmes vitamines et les mêmes minéraux. La différence, c'est qu'avec le mixeur, vous savez, comme on a utilisé tout à l'heure pour les fraises, on va casser les fibres et on aura toujours les fibres qui sont présentes. Par contre, elles seront cassées, donc ça les aura rendues digestes. Si vous faites avec le mixeur, je vous conseille de retirer la peau et les pépins en plus pour qu'on garde vraiment la partie fibreuse qui est la plus digeste, c'est-à-dire la chair de la pomme. Pour les fraises, ça ne changera rien. Vous les laissez comme ça entières et vous pouvez les mettre dans votre mixeur et tout mixer ensemble, petit morceau par petit morceau. Il y a souvent des questions aussi sur
Oui. Est-ce que parce que là, on parle donc du mixage ou donc de la centrifugeuse, est-ce qu'on peut avoir plus de vitamines dans l'un ou dans l'autre en fait? Alors, la quantité de vitamines, que ce soit fait avec un mixeur ou fait avec une centrifugeuse, ça sera exactement la même quantité que nous aurons à la fin. Ce qui peut perdre des fois des vitamines, ça peut être la cuisson, qu'on perd à peu près une vingtaine de % des vitamines présentes quand on les cuit. Là, ce sont 2 recettes où tout est utilisé cru, donc on n'a pas cette perte, que ce soit sur les verrines ou que ce soit sur le jus. Des fois, dans la peau aussi, on peut dire que dans la peau des fruits, il y a un peu plus de vitamines. Bon, là, dans cette recette, on la garde, mais de toute façon, la peau va partir. Donc, si les vitamines ont le temps de s'extraire de la peau, elles seront récupérées avec le jus, sachant qu'il y a quand même peu d'eau dans la peau. Donc, du coup, on ne risque pas de récupérer toutes les vitamines non plus. Alors, il y a d'autres questions aussi. On parle d'extracteur de jus. Oui, l'extracteur de jus et la centrifugeuse sont 2 appareils qui sont sur le même principe, mais avec des différences, notamment au niveau de la manière dont les fruits sont passés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y en a un où les fruits vont être expulsés sur l'extérieur et donc par la propulsion, l'eau va être extraite, les cellules de fibres, les fibres vont se casser et l'eau va sortir des cellules. Dans l'extracteur de jus, il y a un effet moteur d'écrasage et donc c'est sous l'effet de la pression et de l'écrasement que les cellules vont être éclatées et que l'eau va sortir des fibres. Dans les 2 cas, on extrait l'eau des fibres et on ne consomme pas les fibres, que le produit soit passé dans un extracteur ou dans une centrifugeuse. Et au niveau vitamines, toujours pareil? C'est pareil? Ah bah oui, c'est pareil. C'est juste la technique qui change et c'est juste pas les mêmes appareils. On y va? Je vais lancer la machine. Allez, vas-y. Il y en a pour une fraction de seconde. Si vous l'avez fait au mixeur, c'est un tout petit peu plus long. On vous laisse quelques secondes pour nous rattraper. Ah non, 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 tant pis. Hein. Bon, ben moi, voilà, je ne peux plus l'enlever. Voilà, si, quand même. Donc, notre jus fraise-pomme. Voilà. Il va falloir qu'on rajoute un peu de jus de citron, on va c'est ça? rajouter un petit peu de citron, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de vitamine C, puisque le citron est riche en vitamine C. Attention, ça oui, je vois que c'est comme la chantilly de coco. C'est explosif ce soir. Tout à fait. Voilà, et puis tu pourras remuer, tiens, si tu veux, avec cette petite maryse qui n'a pas encore servi. Voilà, donc vous allez voir, plus le produit va décanter, reposer, en fait, ça va décanter, et on va vraiment voir le jus de fraise apparaître. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a plus du tout de matière dans le jus. Et là, au niveau de la mousse, il y aura un petit peu de microparticules, mais très peu. On peut montrer? Oui, tout à fait. J'avais en tête de vous montrer les résidus qui se sont déposés. Vous devez le voir ici. Dans le bac. Donc, vous voyez, comme on vous a dit, le jus est de ce côté, les résidus sont de ce côté. Il y en a très peu, hein, en tout cas. C'est ça, il y en a très très peu. Alors, pourquoi il y en a peu? Parce que ce sont deux fruits très riches en eau. Donc, du coup, s'ils sont riches en eau, ils ont moins de fibres, donc il y a moins de résidus. Voilà. Super. Ce qui rend impossible la centrifugeuse, par exemple, c'est la banane. La banane ne contient pas assez d'eau pour pouvoir être centrifugée, sinon tout part à la poubelle. Et on n'extrait quelques microgrammes de jus uniquement. Donc, plus les fruits sont riches en jus, donc par exemple le raisin, ça peut être des fruits qu'on peut centrifuger aussi, puisque la peau et les pépins du raisin sont compliqués à être digérés, c'est des jus qu'on peut centrifuger. Voilà, donc on va présenter le dessert, voilà, avec 2 jolies couleurs de rouge, voilà, à côté. Et le petit jus de fruits. Voilà, vous voyez, on obtient vraiment 2 belles nuances de fraises. Est-ce qu'on va voir la cuisson de notre dernier plat? Non, il n'est pas tout à fait fini. Tout à fait, je regarde. Oui, tout à fait. Il reste 1 minute, je vais aller chercher. On va pouvoir vous présenter comme ça le rendu final de la cuisson de nos artichauts et de nos pommes de terre qui sont cuites. Non, je vais rigoler parce que… Je fais l'âne. J'étais en train de danser dans les cuisines. Voilà. Et ça a fait rire Alexandre. Un tout petit peu. Voilà. Donc, les fonds d'artichaut, une fois gratinés, là, notre four était quand même à puissance 1000, donc ils ont bien gratiné. Tout à fait. Il faut savoir qu'on est dans une cuisine professionnelle et comme je vous le dis, c'est vrai que si vous changez de four, c'est pas toujours évident d'évaluer le temps de gratinage. Cuisson, on va dire. Exactement. Et là, les pommes de terre qui ont été là aussi gratinées, bien gratinées. Et voilà. C'est ce qu'on se dit aussi. Voilà. Tu voulais peut-être… Non, plus de questions pour l'instant? Plus de questions, non. En tout cas, c'est ce que je voulais rappeler. Donc, n'oubliez pas la conférence, en tout cas, donc, de demain.
J'espère qu'on n'a pas été trop vite. C'est vrai, n'hésitez pas à nous faire les commentaires dans le chat, parce que c'est vrai qu'après, il faut que nous, on se mette un peu à votre rythme aussi. Tout à fait. Je peux parler du prochain live? Bien sûr. Alors, dans le cadre de mon activité, j'accompagne des étudiants en IUT de diététique et ils vont faire un petit live cuisine la semaine prochaine, jeudi le 23 mai à 13h, ou le 25 mai. Donc, le 25 mai à 13h. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire sur le QR code qui va apparaître. Et vous aurez là aussi 2 recettes qui vont être préparées. Alors, si je ne me trompe pas, je vérifie. Nous avons des muffins à la myrtille qui vont être préparés là aussi de manière à ce que les myrtilles soient consommées par toute personne, même en poussée. Et les gaufres de patates douces qui vous permettront là aussi d'avoir un plat gourmand, complètement consommable en période de poussée. Donc, que ce soit les recettes d'aujourd'hui ou celles de mes étudiants, on aura toujours des produits qui sont adaptés à tous et au plus grand nombre. Recettes Mickey, donc. Hein, ah oui, c'est des recettes Mickey spéciales poussées dans tous les cas. Super. Voilà. Donc, on remercie les étudiants de ce partenariat-là. Ils sont même déjà intervenus cet après-midi pour faire des petits ateliers pour les malades dans le cadre de la journée mondiale des Mickey. Voilà, mais en tout cas, c'est aussi remercier tous nos partenaires avec qui on a pu monter en fait ces lives de cuisine. Merci à la régie, à Alison et JD qui sont derrière, qui sont exténués là, je vois. Et en tout cas, on vous tient au courant du prochain live. Je pense que ce sera plutôt à la rentrée, donc au mois de septembre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir vraiment tout le programme. N'hésitez pas, on a du e-accompagnement aussi. On vient de finir en fait des ateliers d'hypnose qui ont très bien marché. On va lancer un atelier aussi sur la méditation et sur l'art-thérapie. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les pages de l'AFA sur le module e-accompagnement. Je vous dis bonsoir et puis j'espère à une prochaine. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Au plaisir de vous retrouver.